Merci à toutes et à tous de participer à ce format un petit peu particulier en phase de déconfinement et nous permettant justement de réagir à cette crise à travers deux interventions que l'AFLA est ravie de pouvoir organiser aujourd'hui et demain. Donc, je vais simplement, je tenais à me remercier Julien, qui est secrétaire général de l'association. Et ensuite, je voudrais remercier aussi Nathalie Blanc et Jean-Luc Vidalin pour leur présence aujourd'hui. Simplement pour repréciser que dans son histoire, la linguistique appliquée s'est construite à travers ces liens entre les besoins sociétaux ou de la société et la recherche et ces interactions mutuelles, alors qui sont apparus avec différents centres en Europe notamment et à différents types de besoins qui émergeaient dans les différents pays dans lesquels elles prenaient de l'essor. Mais en tout cas, c'est en 1964 que l'Association française de linguistique appliquée et l'Association internationale de linguistique appliquée sont nées, notamment à Nancy. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu penser ces deux interventions, alors à la fois dans le domaine de l'éducation pour aujourd'hui et dans le domaine plus général de la parole politique demain. Mais je laisse la parole à Julien qui va contextualiser un tout petit peu comment nous avons pensé ces deux interventions. Merci Grégory. J'étais en train de faire un tweet pour répondre au tweet de nos collègues d'ICAR, donc qui sont en direct. C'est bien, on voit que sur les réseaux, on commence à se croiser par photo interposée, c'est rigolo. Oui, donc effectivement, l'objectif de ce webinaire en deux actes, aujourd'hui et demain, c'est d'essayer de redonner un peu la parole aux différents collègues, puisque nos activités académiques, notamment autour des colloques et des séminaires, ont été un petit peu suspendues du fait des événements. Je crois qu'on a tous beaucoup œuvré sur la continuité pédagogique. Alors, le son est là. Je ne vais pas être long de toute façon. Et donc, peut-être... Oh, ça marche toujours? Apparemment, c'est global. Ah, c'est global, ok. Je vais monter un peu le son. Ok. En tout cas, oui, donc l'objectif, c'est aussi de remettre un peu sur le devant de la scène nos activités d'enseignants-chercheurs et puis de socialisation de nos travaux, de nos problématiques, et dans la lignée de ce que fait l'AFLA et que Grégory a rappelé, justement, essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre à contribution finalement nos expertises dans un contexte difficile et délicat pour tout le monde, pour nos collègues, pour les citoyens en général. Et d'autant plus dans deux domaines particuliers qui sont ceux de l'éducation, en particulier en rapport avec les langues, et puis ceux finalement de la confrontation qu'on a par rapport à la parole publique ou à la parole politique d'une manière générale. Et donc c'est un petit peu l'idée de ce webinaire en deux actes pour commencer. Peut-être que d'autres initiatives pourront se prolonger, mais en tout cas d'avoir aujourd'hui une séance spécifique plutôt du côté de l'éducation, puisque beaucoup de gens sont confrontés justement à ces difficultés en temps de crise. Et puis demain, avec Albin Wagner, sur les questions justement de discours politique et parole publique en temps de crise. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos intervenants. Et puis, je souhaite à tout le monde une bonne séance. Et encore une fois, de ne pas hésiter à réagir sur le chat. Et Grégory, aujourd'hui, et moi, demain, feront la recension des questions, des remarques, pour pouvoir ensuite être interactif avec les intervenants. Merci, Julien. Alors, j'espère que le son maintenant est réglé pour tout le monde. On a augmenté un tout petit peu le volume. Et alors, j'ai oublié, bien sûr, mais je voulais remercier Julie Lilandré qui nous aide du côté technique, du côté de l'Université de Rouen-Normandie, donc qui nous a permis de faire ce live via la Web TV. Donc, merci aussi beaucoup, Julie, pour son soutien. Alors, on va commencer ce webinaire justement donc, dans le domaine de l'éducation et la question des langues des familles dans l'éducation en temps de crise et au-delà. Très important, le « et au-delà », parce qu'on l'a vu, des choses ont émergé pendant la crise et on espère que ça fera tache d'huile en tout cas. Je pense que mes collègues le développeront, mais on espère justement que ça pourra développer des choses, en tout cas les rendre plus visibles et les maintenir dans les pratiques en dehors de ce temps de crise. Alors, simplement pour commencer ce webinaire, peut-être que Nathalie et Jean-Luc, vous pourriez vous présenter brièvement afin que chacun et chacune puisse comprendre voilà, quelles sont vos orientations. Nathalie, peut-être? Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, Grégory Miras et Julien Longhi, pour cette invitation donc, à participer au webinaire. J'ai bien aimé le titre général aussi de « La linguistique s'applique ». Et j'espère qu'on parviendra à montrer que la linguistique s'implique aussi sur le terrain.
Je remercie aussi Jean-Luc Vidalinck de m'accompagner dans cette aventure et Justine Lascar pour son soutien technique précieux. Alors, pour ma part, je suis enseignante-chercheur à l'Université Lyon 1, plus particulièrement à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, donc l'instance qui forme les enseignants. Et j'enseigne dans le master de formation des professeurs des écoles sur les questions de langage et de diversité linguistique. Je suis rattachée au laboratoire ICAR, un laboratoire de sciences du langage, et je suis aussi chargée de mission aux relations internationales dans mon institut, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Merci Nathalie. Jean-Luc? Alors moi, je suis Jean-Luc Vidalinck. Je suis enseignant dans l'Académie de Lyon, comme c'est indiqué, dans le département du Rhône depuis de nombreuses années. J'étais récemment aussi formateur départemental pour la scolarisation des élèves allophones. Et cette année, je suis en formation, congé de formation à Grenoble, avec le laboratoire du LIDULEB, d'Isabelle Estève, en médiation langagière et culturelle. Et donc, j'ai un projet de médiation avec les familles et les enseignants pour des élèves qui grandissent avec plusieurs langues, celle de la maison et celle de l'école. Merci. Donc, comme tout le monde a pu le voir en tout cas et le lire dans le descriptif, l'objectif de cette première session va être de parler notamment donc, de la crise sanitaire que nous vivons tous à l'échelle de la planète. Elle a pu, comme on a pu déjà un tout petit peu l'aborder, renforcer ou visibiliser certaines faiblesses des systèmes éducatifs, et notamment au niveau des inégalités scolaires et sociales. Et donc, on va essayer, grâce à nos deux intervenants, de réfléchir à qu'en est-il de la continuité pédagogique dans les familles pour lesquelles la langue privilégiée n'est pas celle de l'école, quelle place peuvent avoir les langues de ces familles dans l'éducation en temps de crise et au-delà. Et nos deux intervenants souhaitent montrer que ces langues diverses ont une grande importance et qu'à travers elles, les parents peuvent développer leur pouvoir d'agir afin d'accompagner au mieux le développement de leurs enfants. Alors, tout le principe de cette intervention est parti sur le fait que nos collègues ont mis en avant le fait que la fermeture des écoles et les dispositifs de continuité pédagogique a rendu manifeste les égalités d'accès au numérique. Alors, d'une part, par rapport entre la distance entre l'école et les parents, et d'autre part, c'est la question de la langue française. Est-ce que la langue française, et plus exactement la langue de l'école, dans sa forme écrite, peut se révéler un obstacle à une bonne collaboration entre les partenaires éducatifs que devraient être les enseignants et les parents? Donc, la première question à laquelle j'aimerais vous poser, c'est comment pensez-vous le rôle des parents qui débutent en français dans le suivi scolaire de leurs enfants? Oui, merci Grégory. Alors, en effet, on a pu entendre et lire dans les médias et dans les réseaux sociaux que cette crise sanitaire, à travers le confinement qu'elle a imposé, et donc la fermeture des écoles, elle a pu aggraver les inégalités scolaires déjà fortes dans notre pays. Et notamment parce que la continuité pédagogique n'a pas toujours pu se réaliser de façon efficace dans des foyers plus fragiles. Donc, soit parce que ces foyers n'ont pas accès à Internet ou pas d'équipement informatique, mais il me semble qu'on a moins parlé des familles dont la langue de communication à la maison n'est pas la langue de l'école. Donc, chez nous, le français. Donc, je ne parle pas uniquement des familles qui viennent d'arriver sur le territoire français, mais de nombreuses familles qui sont françaises et qui partagent au sein du foyer une ou d'autres langues que le français. Ils ont pu effectivement se sentir encore plus démunis de ne pas pouvoir ni comprendre, ni aider leurs enfants à apprendre les contenus scolaires qu'ils recevaient. Et ces parents donc, qui débutent le français, ou les enfants, on les appelle des allophones, donc qui ne parlent pas et n'écrivent pas la langue de l'école. On peut quand même souligner que les enseignantes et les enseignants partout en France se sont vraiment démenés pour atteindre aussi ces familles-là,
Donc, ils se sont démenés d'une façon générale hein, pour assurer cette continuité pédagogique et aussi pour atteindre ces familles-là. Et des tas d'initiatives ont été mises en œuvre par des moyens différents, en prenant contact avec les familles par téléphone notamment, et en se faisant aider par des tiers, d'autres familles, des amis, des enfants eux-mêmes, qui pouvaient traduire pour maintenir un lien avec les enfants et les familles. Des ressources aussi ont été spécialement adaptées, conçues pendant la crise. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on voudrait passer comme message aujourd'hui, c'est que ces parents qui ne parlent pas ou pas encore le français, n'importe où dans le monde, non, qui ne parlent pas encore le français, ils ont de façon certaine un rôle à jouer dans la scolarité de leur enfant, dans leur apprentissage et dans leur accompagnement. On voudrait bien insister là-dessus. Et c'est ici que les langues des familles qu'on a introduites entrent en jeu. Puisque rappelons que les parents sont directement impliqués et responsables d'un apprentissage majeur dans la vie d'un individu, c'est l'apprentissage du langage. Et tout parent y contribue dès la naissance de son enfant, quelle que soit la langue ou les langues et où qu'ils vivent dans le monde. Rappelons au passage que la majorité des habitants de cette planète est plurilingue. Certains enfants dans le monde grandissent avec 2 ou 3 langues qu'ils pratiquent au quotidien, avec des interlocuteurs différents, dans des situations différentes. C'est le cas en Inde et dans toute l'Afrique, pour ne citer que ces 2 régions du monde. Et cette transmission du langage, c'est-à-dire la faculté de s'exprimer en s'équipant de tout un système de communication à travers une langue particulière, mais aussi 2 ou 3. Et cette communication, donc les parents en sont capables. Et ces interactions en famille sont très importantes. La capacité des parents à parler, à écouter leur enfant dans toutes les situations, y compris quand il s'agit de parler d'école ou du travail qu'on y fait. Donc ça, tout parent peut le faire, et dans la langue avec laquelle il est à l'aise, qu'il a choisi d'utiliser en famille. Et ça, c'est déjà majeur pour accompagner son enfant dans sa scolarité et, je dirais, dans sa vie tout court. Et c'est le message qu'on a voulu faire passer à travers l'initiative de la lettre aux parents confinés qu'on va vous présenter dans le cadre de ce rendez-vous. Et je passe la parole à mon collègue. Oui, donc effectivement, une des grandes questions pour de nombreuses familles est la question de l'accessibilité aux informations qui viennent par exemple de l'école, mais pas seulement de l'école. Mais la spécificité de l'information qui viennent de l'école, c'est qu'elles sont souvent en français écrit. Et, donc, on a de nombreux parents, évidemment, qui sont plurilingues eux-mêmes et francophones, mais qui n'ont pas forcément les compétences de lecteurs, surtout au niveau de la langue française de l'école, qui est pas complètement obscure, mais qui est toujours quand même, comme n'importe quel domaine de la société, marqué par un lexique particulier, des acronymes, et tout un système de codes ou de systèmes culturels qui ne sont pas connus de tous, on le sait très bien, indépendamment d'ailleurs du fait de parler plusieurs langues et notre langue à la maison. Donc l'accès aux informations d'une part, l'accès aussi au contenu, des devoirs par exemple qui arrivent par Internet et qui arrivent aussi beaucoup par écrit, et puis le rapport aussi à l'école, à ce qui s'y joue, qui est souvent marqué et peut-être un petit peu aussi enfermé dans l'idée que seule la langue française peut permettre de parler de l'école ou de ce qui s'y fait ou de ce qu'on y apprend. Donc effectivement, on se positionne aussi par rapport aux parents pour bien les mettre en phase avec cette idée qu'on peut parler des apprentissages en France, scolaires en France, avec n'importe quelle langue, et que l'enfant lui-même peut expliquer ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris avec la langue de l'école ou la langue de la maison,
et que ce qui compte, c'est ce qu'a dit Nathalie, le langage, c'est-à-dire comment on va penser aux choses, écouter l'autre, réfléchir et reformuler, et passer d'une langue à l'autre. Donc, la lettre aux parents confinés est une initiative toujours actuelle qui permet d'accéder donc à l'oral, prioritairement à l'oral, même si on a eu aussi des traductions écrites, à un contenu informationnel, on pourrait dire, pour signifier simplement aux parents, les rassurer, et donc leur expliquer quelque part que cette crise est une occasion et nécessite de la parole pour rassurer les enfants qui ne sont pas forcément inquiets eux-mêmes, mais qui peuvent être inquiétés par notre inquiétude d'adultes, qui, elle, est une vraie réalité. Donc, quand on se retrouve en famille sur des temps aussi longs, ce qui est très inhabituel, il est essentiel de s'autoriser la langue de la famille pour parler de la crise, des actualités, évidemment de ce qui se passe par l'intermédiaire des médias et du numérique pour l'école. Et donc, cette lettre était destinée à parler à tous ces parents qui ont besoin finalement de leur langue pour comprendre des choses fines que la langue française et écrite ne permet pas toujours de transmettre. Donc, je crois qu'on présente un peu la lettre. Oui, on va juste rajouter quelques éléments. Donc là, vous avez sous les yeux la lettre qui a été rédigée donc, en français, qui rappelle un petit peu tout ce qu'on vient de dire, avec un paragraphe plus spécifique adressé aux parents qui parlent une autre langue que celle de l'école pour faire passer ce message. Et grâce à un collectif d'un ensemble de parents, d'enseignants, de formateurs, de chercheurs, d'étudiants aussi, soit qui étaient déjà dans nos réseaux, soit qui nous ont contactés par l'intermédiaire de ce réseau pour bénévolement et de façon solidaire proposer des versions plurilingues de cette lettre. Donc, on a réussi à récolter depuis le début du confinement 36 versions différentes dans des langues très diverses et à l'oral. Donc, puisque l'idée, c'est vraiment que le contenu de la lettre atteigne les parents et les enfants, les enseignants, tous ceux qui peuvent être intéressés à l'oral et dans des langues différentes. On reviendra peut-être sur le panel de langues différentes qu'on a jusqu'à présent, sachant qu'on continue de recevoir des traductions. Merci à tous les deux. Alors, juste pour rassurer nos intervenants et pour le resignaler à tous les participants et participantes, j'ai mis le lien dans le fil de commentaires vers la lettre aux parents confinés. Comme ça, vous pouvez y accéder dès maintenant et revoir après. Et aussi pour rassurer nos intervenants, apparemment, tout se passe bien. La plupart des personnes arrivent à entendre, donc tout se passe bien techniquement. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, vous avez principalement abordé la question du français ou éventuellement de la langue française, si on va de ce côté-là d'une forme de norme, et langue de l'école, bien sûr. Mais du coup, ça pose la question des autres langues. Et ne pensez-vous pas que les enfants dans les familles qui parlent à la maison l'anglais, l'allemand, le japonais, par exemple, alors ces grandes langues de pays riches et plutôt puissants, soient favorisées dans ce contexte? Et alors, quelle serait l'utilité pour les familles et pour les enfants de continuer à parler et à transmettre des langues moins prestigieuses, voire des dialectes ou des langues régionales? Et si apprendre le français d'abord, est-ce que ce n'est pas un prérequis pour assurer la réussite de l'éducation? Alors, bien sûr, ce sont des idées, des opinions, des éléments qui circulent beaucoup dans le monde de l'éducation. Il y a une chose vraiment importante qui n'est pas forcément toujours su, c'est que du point de vue linguistique, toutes les langues sont égales. Elles sont égales entre elles. Il n'y a pas de langue
moins prestigieuses, moins structurées ou moins capables d'exprimer des éléments différents, que ce soit liés à l'activité intellectuelle ou pour exprimer la vie tout simplement. Et donc, cette égalité des langues, donc je rappelle que la langue fait partie de l'intime de l'individu, hein, et j'ai rappelé que c'était lié à une transmission directe que tout parent fait, et que donc l'enfant grandit en construisant son langage, sa faculté de parler, dans une ou plusieurs langues et dans une ou plusieurs cultures différentes. Il va aussi construire son identité. Et les parents ont le droit, encore, et encore heureux, je dirais, de choisir la langue dans laquelle ils vont élever leurs enfants, que ce soit celle du pays dans lequel ils vivent ou pas, ou celle de l'école ou pas. Donc ça, c'est déjà quelque chose de primordial à accepter, à comprendre et à accepter. Nous sommes encore libres sur ce point-là. Pour illustrer un petit peu cela, je voulais faire un parallèle. Imaginons, parce que souvent on ne se met pas à la place de ces familles-là. Imaginons que pour une raison X, on choisisse, ou qu'on ne choisisse pas d'ailleurs, qu'on soit forcé d'émigrer, qu'il y a une situation de crise, par exemple, dans notre pays, et qu'on doit le fuir, et qu'on doit fuir en Norvège avec sa famille, et qu'on va donc scolariser ses enfants. Et vous scolarisez vos enfants dans les écoles publiques de Norvège, et là, vos enfants, bien sûr, en 2-3 mois, vont apprendre le norvégien. Et vous, en tant que parent, on va éventuellement vous proposer des cours du soir, 2 heures par semaine, pour apprendre le norvégien. Et on va vous dire, il va falloir que vous parliez norvégien avec vos enfants dans votre famille pour pouvoir les aider et que leur langage et leur bilinguisme se construisent bien. Donc, j'ai essayé de vous mettre 2 minutes dans cette situation où vous avez toujours parlé en français ou dans une autre langue à vos enfants. Et tout d'un coup, parce que vous êtes forcé de changer de pays, on vous demande de changer cette langue de l'intimité au sein de votre foyer. Malheureusement, soit de façon explicite, soit de façon implicite, c'est ce qui est demandé à de nombreuses familles en France. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, hein, c'est que l'enfant ne va pas être spécialement lésé de ne pas parler à la maison la langue de l'école. Il sera dans une construction de son bilinguisme, il sera un bilingue en devenir, accompagné à l'école par ses enseignants et à la maison par sa famille, dans des langues différentes ou pas. Et ça, il faut intégrer qu'il s'agit d'une richesse, d'un atout, mais surtout d'un besoin, hein, d'un usage de tous les jours dans des situations quotidiennes. Donc, bien sûr, j'ai commencé par dire que toutes les langues étaient égales entre elles de manière linguistique. Ce n'est pas le cas au niveau économique et au niveau des représentations qu'on peut en avoir. Et ces représentations, bien sûr, elles pèsent sur tout un chacun et on ne va pas forcément considérer qu'un enfant bilingue français-japonais, qu'un enfant français-japonais, on ne va pas forcément avoir de problème pour reconnaître son bilinguisme, hein, ou un enfant français, un bilingue français-anglais. Par contre, un enfant qui va être bilingue français-tchétchène, français-turc ou français-créole réunionnais, on n'aura peut-être pas la même image, je dirais, de son bilinguisme. Peut-être laisser mon collègue compléter. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que là où les langues sont vraiment égales, c'est dans leur fonction, ce que Véronique Ray appelle la fonction patrimoniale du langage,
c'est-à-dire qu'elles servent à apprendre à parler à l'enfant. Et avant d'apprendre une langue même si c'est avec une langue privilégiée, l'enfant, c'est pour apprendre à parler qu'il a besoin de ses parents, qu'il a besoin d'adultes les plus compétents possibles au niveau du langage. Et il se trouve que pour la plupart d'entre nous et autour de la Terre, on a tous une langue privilégiée, et notamment une langue qui sera privilégiée pour parler à un bébé, à un enfant jusqu'à 10-12 ans. Et donc, c'est bien cette préoccupation-là qu'il faut prioriser et s'affranchir effectivement des valeurs géopolitiques, marchandes, de toutes les autres langues, notamment, comme on dit, les grandes langues, les langues internationales. En fait, on est sur apprendre à parler. Et là, on n'a plus les mêmes hiérarchies. C'est très relatif à chaque famille. Et c'est ça qu'il faut respecter. Concernant la question de l'identité, je trouve que c'est très intéressant ce sujet parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de ça. Les parents ont peur que leur enfant finalement perde l'identité familiale en apprenant la langue d'un pays d'accueil. Le pays d'accueil a souvent peur que l'enfant n'adopte pas l'identité du pays d'accueil. Donc peur sur peur, l'enfant au milieu pâtit de toutes ces inquiétudes, alors qu'un enfant qui va vivre en situation de migration actuelle, ou parce que ses parents ont migré, ou ses grands-parents ont migré, est forcément engagé dans une dynamique identitaire plurielle. Et ça, ce ne sont pas les parents qui le décident, ce n'est pas la société d'accueil non plus, c'est un fait. Et donc, on doit essayer de l'accompagner dans cette construction identitaire plurielle. Et pour une bonne construction identitaire plurielle, qui respecte chaque identité, on a besoin de toutes les langues, parce que chaque langue contient et transmet une part de ses identités. Donc là, on a des choses très précises, des études qui ont été faites sur des populations, des études statistiques qui montrent que plus l'enfant est alphabétisé dans la langue de sa famille, et mieux il s'insère socialement et scolairement dans la société d'accueil. Malheureusement, ces études ne sont pas toujours très connues en France, alors qu'elles mériteraient de l'être. Elles pourraient rassurer tout le monde sur cette espèce de concurrence fantasmée entre les langues et les cultures. Donc ça, je trouve que ce moment de crise, qui ne provoque pas ces inégalités ou ces différences, mais les fait émerger, comme disait Nathalie tout à l'heure, et comme on s'aperçoit que beaucoup de choses émergent à travers cette crise, on a intérêt à se saisir de ce moment particulier pour se dire, mais finalement, en temps normal, avant, et puis maintenant dans un nouveau paradigme peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux prendre en compte ces besoins de l'enfant, qui en tout cas n'a pas besoin de se retrouver dans une concurrence entre les langues ou les cultures, une concurrence dans laquelle il a tout à perdre, notamment parfois l'attachement à sa famille, parce qu'on a des mouvements d'opposition, ou de refus et de rejet aussi de la société d'accueil, ce qui est une question très contemporaine aussi. Donc voilà, je trouve que pour moi, c'est un sujet qui croise au-delà des langues, des enjeux très importants sociétaux. Bien sûr. Alors, pour illustrer un petit peu, on va vous montrer un extrait d'une des lettres, et notamment la lettre en roumain, qui a la particularité aussi d'être énoncée de manière bilingue. Donc, c'est une maman qui nous a proposé cette traduction, phrase par phrase, en français et en roumain. Donc, on va voir l'extrait qui concerne justement la fin de la lettre sur les parents qui parlent d'autres langues à la maison. Toutes les langues sont belles, utiles et ont de la valeur pour parler avec son enfant. Toate limbile sunt frumoase, folositoare și au valoare pentru a vorbi cu copiii voștri. Toutes les langues sont valables, utiles pour demander, dire, consoler, se fâcher, raconter et faire raconter des histoires, expliquer, rire ensemble ou parler de tout et de rien.
Toate limbile sunt valabile, utile pentru a întreba, a spune, a consola, a supăra, povesti și a face să povestească întâmplări, a explica, a râde împreună sau doar de a vorbi despre orice. Utilisez la langue ou les langues la plus évidente, la plus facile, la plus utile, la plus naturelle, la plus efficace pour vous, pour échanger avec votre enfant. Folosiți limba sau limbile cea mai evidentă, ușoară, cea mai utilă, cea mai firească, cea mai evidentă pentru voi, pentru a comunica cu copilul dumneavoastră. Et laissez votre enfant choisir la langue ou les langues qu'il veut utiliser. L'important c'est de communiquer. Și lăsați-l pe copil să aleagă limba sau limbile pe care vrea să le folosească. Important e să comunice. Le collectif La Diversité Ensemble, parents, enseignants, formateurs, chercheurs, étudiants, colectivul Diversitate împreună, părinți, învățători, formatori, cercetători, studenți. On attend le petit extrait. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Il nous faut une relance. Alors, donc, merci beaucoup. Comme vous avez pu le voir, si vous êtes connecté sur le lien, vous avez d'autres langues. Donc, on vous invite à aller voir et écouter surtout les différentes traductions qui ont été faites de cette lettre. Alors, je pense qu'on a assez bien compris quel était justement le rôle de la langue ou des langues de la maison et de leur valorisation par rapport au monde scolaire, au monde de l'école. Mais du coup, ça pose la question de quelle est la place de ces langues-là dans l'école et est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable que certains contenus de savoir scolaire et d'information puissent être disponibles et accessibles dans d'autres langues que celles de l'école et aussi également à l'oral? Alors, on a effectivement des contenus informationnels qui sont mis à disposition par l'ONICEP et puis le gouvernement, enfin en tout cas le ministère de l'Éducation par le site EduScol, qui sont des livrets notamment de présentation du système scolaire, des petites vidéos qui sont à l'écrit et de plus en plus à l'oral, ce qui est vraiment essentiel. On a aussi des associations comme Dulala, qui est à une portée nationale, en tout cas pour ce qui concerne les questions d'école, et internationales aussi sur d'autres projets, qui proposent des livrets d'informations aussi sur l'importance de l'éducation plurilingue. Et là aussi, on a des contenus qui sont à l'écrit. On a souvent le réflexe de l'écrit en premier, mais ensuite aussi à l'oral de plus en plus. Là où peut-être il y a une marge et un endroit où on pourrait progresser, c'est sur les contenus disciplinaires. Parce qu'effectivement, si on s'imagine aussi, comme le faisait tout à l'heure Nathalie, d'arriver dans un pays dans lequel on ne connaît pas la langue, avoir des éléments d'information sur le programme en maths, en histoire, en sciences, voire même pas seulement de l'information, mais des éléments de contenu pour un enfant et pour ses parents, accessibles dans la langue où il est le plus compétent en arrivant, et en attendant que la langue française se développe. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que la langue française soit un prérequis. Le prérequis véritable, c'est que l'enfant ait appris à parler, à penser, et ensuite, ça lui permet d'aller vers d'autres langues. Donc la langue française seconde, on parle beaucoup de langue française seconde, vient souvent après une autre langue et peut rester en parallèle toute la vie de la personne. Et on n'est pas dans un projet de substitution de langue. Donc au niveau des contenus, on n'a pas vraiment pensé les choses et on pourrait, pour amorcer finalement cette socialisation scolaire, avoir des contenus qui existent certainement sur Internet. Dans tas de pays, on a des contenus scolaires qu'on pourrait utiliser, et utiliser notamment pour une activité de médiation linguistique, qui permet à l'enfant d'accéder à un contenu avec la langue qu'il maîtrise le mieux, pour ensuite le partager, le réfléchir et s'en servir pour apprendre la langue française. On parlera peut-être tout à l'heure d'un site qui s'appelle l'Histoire de langue, qui est basé sur cette démarche-là. On peut aussi ajouter que certains professeurs des écoles utilisent eux-mêmes des activités, notamment qu'on appelle dans le cadre des approches plurielles, et notamment de la démarche d'éveil aux langues,
pour travailler sur des supports dans des langues diverses en même temps, et non pas dans le but d'en apprendre une ou de les apprendre toutes d'ailleurs, ou encore des activités de comparaison des langues pour apprendre la langue française, notamment apprendre la négation, apprendre le féminin ou le genre en français, et s'appuyer sur des activités de comparaison des langues à partir des langues des enfants de la classe et ou d'autres langues qui ne sont pas forcément celles des enfants de la classe. On a aussi des activités de sac à histoire. Enfin, c'est des activités que vous pouvez retrouver. Vous verrez, on vous a mis tout un tas de ressources avec des liens. Voilà, donc on peut dire que peut-être davantage en maternelle, moins en élémentaire, et davantage aussi dans les classes les dispositifs qu'on appelle UPE2A et qui accueillent spécifiquement les enfants qui viennent d'arriver sur le territoire français, qui sont accueillis de façon alternée en classe ordinaire qui correspond à leur niveau, et dans ces dispositifs avec un enseignant qui va leur faire travailler le français. Donc, ces enseignants-là, pas tous, mais un certain nombre utilisent et s'appuient soit sur des ressources, soit sur les langues des enfants de la classe eux-mêmes. Alors, vous avez un tout petit peu avancé sur la question que je voulais aborder. On a parlé bien sûr donc des enfants, des familles, on a parlé des supports. Alors, c'est vrai que la question des supports est chronophage et demande de l'écrire en amont, mais ce temps-là permet d'être capitalisé, si on peut le dire comme ça. Et donc, on arrive au troisième acteur de cette question, alors qui c'est pas chronologique, bien sûr, l'ordre de les trois forment un beau cercle qui fonctionne ensemble. Mais elle pose du coup la question de est-ce que les enfants sont formés dans ce sens pour prendre en considération l'ensemble des points que vous venez de mentionner, et quelle est la place de la formation de formateurs à ce sujet? Alors, la place de la formation des enseignants sur ces questions-là, malheureusement, elle est très faible et quasiment invisible, en tout cas en formation initiale. Elle dépend, je dirais, principalement des enseignants, des formateurs eux-mêmes à titre personnel, pratiquement, de leurs connaissances, de leurs expériences vécues, quelle que soit leur discipline, hein, qui, même s'ils font de la didactique des mathématiques, vont intégrer dans le cadre de leur formation en didactique des mathématiques des exemples de stratégies pour aider un enfant donc allophone qui ne parle pas la langue de l'école ou qui est débutant, pour l'aider à accéder à la consigne et à faire l'exercice en mathématiques. Donc, ça dépend vraiment des enseignants, ça dépend des INSPE. Si ça fait partie des programmes de master, c'est en volume horaire assez faible. Là où c'est le plus conséquent, c'est dans le cadre des séminaires de recherche, puisque la formation des enseignants, qui est universitaire, compte une partie de formation par la recherche. Et tous les professeurs des écoles stagiaires, mais également du collège et du secondaire, vont avoir à réaliser un mémoire, donc une recherche, à la fois ancrée sur une problématique de terrain dont ils vont faire le constat sur leur terrain de stage, et basée sur des recherches scientifiques. Donc, il y a des séminaires thématiques, et notamment dans beaucoup d'INSPE, il y a des séminaires qui concernent la question des langues, la question de la diversité linguistique, la question de l'accueil des enfants allophones et du plurilinguisme. Mais ça ne va concerner que 10, 15 ou 20 étudiants qui vont choisir ce séminaire en particulier. Mais ceci dit, ces étudiants-là vont avoir
très bien développer la question, à la fois des fois à partir du M1 et jusqu'au M2. Et ils auront pu tester eux-mêmes des activités d'éveil aux langues, fait des entretiens avec des enseignants, avec des parents, etc. Donc, ça va être beaucoup plus vivant et incarné pour eux, puisqu'ils auront à la fois les outils théoriques pour comprendre ces questions de langage, d'identité, de contact de langue, et ils les auront un petit peu éprouvés sur le terrain. Sinon, il y a le rôle de la formation continue. Peut-être je vais laisser Jean-Luc dire un mot. Oui, pour la formation continue, donc je parlerai à partir de mon expérience dans le Rhône, comme conseiller pédagogique départemental. Donc, la question, c'est les publics, c'est-à-dire que pour les publics allophones arrivants, donc qui sont scolarisés en UPE2A, en élémentaire, au collège et au lycée, en lycée pro aussi, on a les CASNAV, donc le CASNAV de l'Académie de Lyon, comme tous les CASNAV de France qui gèrent la formation continue. Donc, on a un programme académique, parfois départemental. Et puis, on a les publics allophones, notamment en maternelle, qui ne sont pas accompagnés donc, par des enseignants du PE2A et qui ne sont pas forcément arrivants. Hein, c'est des enfants qui, justement, sont nés en France, dont les parents, parfois, sont nés en France, mais qui apprennent à parler avec plusieurs langues. Et ce public-là est assez mal identifié, notamment dans la formation continue, du côté institutionnel, parce que, du coup, de la formation, parce qu'ils n'ont pas d'identité administrative, on pourrait dire. Ils sont nés en France, ils sont français. La plupart du temps, à la maison, on parle plusieurs langues, même si l'enfant, parfois, est élevé avec une seule langue qui n'est pas forcément le français. Pour autant, ces enfants sont assez bien identifiés par les enseignants de maternelle qui ont besoin d'une formation et d'un accompagnement. Et les CASNAV, selon les régions de France, s'occupent de ce public, plus ou moins, en fonction des moyens, en fonction des politiques locales. Mais en tout cas, c'est un vrai besoin. Et dans le Rhône, je sais que les conseillers donc, pédagogiques pour les élèves allophones et les conseillers de langue vivante et régionale ont par exemple fait et continuent de faire des formations sur l'éveil aux langues, les approches plurielles en maternelle, qui sont tout à fait inscrites dans les plans départementaux et qui permettent aux enseignants, en tout cas, de prendre en considération le profil linguistique des élèves allophones, en devenir plurilingue, qu'il est nécessaire d'accompagner, et aussi tout aussi nécessaire d'accompagner les parents, qui sont vraiment des acteurs cruciaux, dans tous les cas, mais toujours aussi avec la présence de plusieurs langues autour de l'enfant. Alors, on peut aussi préciser que, alors, pour répondre à des réactions aussi dans le chat, bien sûr, il y a des étudiants qui sont mieux formés que d'autres en amont, notamment, et ceux qui auront fait un parcours en langue, ou en sciences du langage, ou en français langue étrangère, qui auront été initiés à ces questions-là. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les séminaires de recherche sur les questions de plurilinguisme et d'accueil des enfants non francophones. Donc, à la fois, c'est très bien parce que du coup, ils poursuivent leur intérêt pour la question et en même temps, c'est aussi tous les étudiants et les futurs enseignants qu'il faudrait pouvoir toucher sur ces questions. Il y a un autre aspect de la formation, c'est l'internationalisation et notamment donc le rôle du parcours international de l'étudiant, que ce soit bien sûr avant d'arriver en INSPE, puisque avant d'arriver en master, les étudiants ont fait une licence ou peut-être un autre Master 1 dans n'importe quelle discipline. Et de plus en plus, heureusement, on voit arriver des étudiants en master qui ont fait une mobilité à l'étranger.
Donc ça, c'est une expérience irremplaçable puisque les étudiants vont avoir vécu eux-mêmes, je dirais dans leur corps, hein, dans leur vie, dans leur corps, qu'est-ce que c'est que de ne pas parler la langue du pays dans lequel on va, d'avoir des cours à la fac dans une autre langue. Donc, ils auront vraiment été à la place de l'enfant allophone. Ils auront pu se décentrer par rapport à leur pays, leur langue, leur identité. Et ça, c'est vraiment un aspect très important de la formation. Donc, j'encourage tous les étudiants, quel que soit d'ailleurs, bien sûr, le métier auquel ils se destinent, à faire une mobilité à l'étranger. Heureusement, c'est de plus en plus… alors, bien sûr, avec la crise, c'est pas très actuel. On a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs à faire revenir nos étudiants qui étaient en stage précisément dans des écoles à l'étranger au moment de la crise et du début du confinement. Et donc, pour rebondir là-dessus, effectivement, dans le cadre du master, pour ceux qui se destinent à être enseignants, ils vont avoir la possibilité, ce n'est pas une obligation, de faire un de leurs stages dans une école, dans un pays étranger, que ce soit une école française à l'étranger ou des écoles locales, qu'elles soient publiques ou privées, dans n'importe quel endroit du monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment une expérience très formatrice. Oui, je rebondirais sur le terme se décentrer, parce qu'en France, on a une histoire linguistique qui fait qu'on a du mal, en tant que professionnel, en fonction des âges, mais des expériences individuelles, à se décentrer et à se représenter ce que ça peut être d'élever un enfant dans une langue qui n'est pas celle de l'école. Ce n'est pas une expérience que beaucoup d'enseignants français, par exemple, ont vécu. Et donc, c'est toujours difficile de se représenter ce que peut vivre un enfant et ses parents dans cette situation. Donc, on a un peu tendance à minimiser et à ne pas prendre en compte cette spécificité. On peut aussi préciser au niveau de la formation continue pour compléter sur ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Il y a aussi des formations qui sont dispensées, notamment à l'Institut français de l'éducation sur Lyon et dans le cadre du centre Alain Savary sur la question de l'éducation prioritaire, où de nombreuses formations de formateurs sont proposées de manière générale et aussi de manière spécifique en lien avec le langage, la diversité linguistique et langagière et le plurilinguisme. Et donc, comme ce sont des formations de formateurs qui accueillent un public très large de formateurs, que ce soit des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des directeurs d'école, ils vont ensuite, après, disséminer les éléments qu'ils auront pu partager entre eux dans le cadre de ces formations de 2 ou 3 jours. Voilà, parmi les ressources qu'on vous a mis, vous pourrez en retrouver certaines, notamment aussi sur le site de l'IFE. Merci. Alors, j'essaie à chaque fois de mettre dans les commentaires les acronymes. C'est vrai qu'alors pour les Français, du coup, ça peut parler, mais je sais qu'on a quelques participants, notamment par exemple d'Argentine, et c'est vrai que alors les INSPE qui deviennent les INSPE, etc. Donc j'essaie au fur et à mesure de mettre un peu ces éléments-là. Et je voulais simplement réagir rapidement sur ce que disait Nathalie sur la mobilité. Et c'est vrai que notamment la crise sanitaire aussi pose la question de la mobilité. Alors il y a la crise sanitaire qui la pose, mais aussi des questions écologiques, des questions financières pour les pays émergents notamment. Et on voit de plus en plus d'expérimentation sur la mobilité virtuelle ou numérique. Oui. Qui commence à être intéressante, alors qui n'est pas une expérience, bien sûr, d'immersion dans la vie locale, mais en tout cas qui peut être un support complémentaire pour répondre à ces questions et qui est certainement intéressante à… Tout à fait. Et d'ailleurs, ça va nous obliger à développer d'autres moyens, effectivement, de voyager et d'échanger avec des partenaires étrangers.
si la situation se poursuit ou que d'une manière ou d'une autre, on est empêché de traverser les frontières. Et à ce sujet, il y a un nouveau projet, un consensus, un gros projet dans le cadre de l'Université Lyon 1 est impliqué, mais aussi l'ENS, qui s'appelle le projet Arcus, et qui réunit un ensemble d'universités européennes. Et dans ce cadre-là, la mobilité, mais pas seulement physique, hein, la mobilité virtuelle va être énormément encouragée, puisque l'objectif, c'est d'arriver à faire partir, soit physiquement, soit virtuellement, donc c'est-à-dire suivre des cours dans une autre université de manière virtuelle, si on n'y va pas physiquement. Ça devrait concerner la moitié des étudiants de Lyon. Donc, c'est un projet qui est en train de se lancer là, à la rentrée prochaine. Merci. Et donc, avant de vous poser la dernière question que je souhaitais aborder, et d'ailleurs qui va faire écho à un commentaire que nous avons eu, j'invite tout le monde à commencer à poser des questions si vous en avez. Donc, il y a un petit temps de décalage entre notre temps à nous et votre temps de visionnage, et comme ça nous permettra plus de fluidité. Et sélectionnez bien l'onglet questions pour que je puisse me repérer dans le fil d'éléments qui seront posés. Alors, on a parlé des enfants, on a parlé de la famille, on a parlé des supports, on a parlé également des enseignants, et on arrive à ces autres qui existent dans l'éducation. Et donc, hormis l'école, quels sont les autres lieux ou les personnes qui peuvent jouer un rôle de médiation? Je crois que c'est Jean-Luc qui a abordé la notion de médiation en premier aujourd'hui. Donc, ce rôle de médiation auprès des familles pour aller dans ce sens de reconnaissance et de valorisation des langues dans l'éducation. Et donc, il y a un commentaire qui mentionnait notamment le rôle, par exemple, des éducateurs pour les mineurs isolés dans ce lien-là. Oui, donc effectivement, cette question de la socialisation langagière plurilingue concerne tous les adultes éducateurs, je pourrais dire simplement tous les adultes, qui vont croiser l'enfant, travailler avec lui, le garder à des moments, lui enseigner. Et on a besoin, là aussi en formation, de travailler avec l'ensemble des partenaires éducatifs pour que ce paradigme du plurilinguisme, qui a du mal encore à pénétrer notre société, soit finalement intégré et devienne quelque chose de banal. Comme il l'est, là aussi, Nathalie soulignait que la majorité de l'humanité est plurilingue depuis de nombreuses années, voire centaines d'années, millénaires. Et donc, il y a une sorte de normalité linguistique qui n'est pas française et qu'on pourrait rééquilibrer. Donc, en médiathèque, en temps périscolaire, en crèche, il y a de nombreuses expériences de formation, d'accompagnement d'équipe qui permettent de montrer que l'enfant se trouve rassuré, stimulé du fait que son environnement, qui par essence est plurilingue, le soit vraiment, même de façon symbolique, dans tous les endroits où il va se rendre. Donc, dans certaines crèches, par exemple, on va avoir des affichages en différentes langues écrites, des dessins d'enfants, des légendes ou des choses d'information. On va écouter les comptines dans les langues de l'enfant, ce qui a vraiment une vertu très rassurante et réconfortante. Et puis, dans les écoles, on va avoir des interventions de parents pour présenter les langues ou faire entendre d'autres langues. C'est l'éveil aux langues, par exemple. Donc, dans tous les endroits, hein, j'ai parlé des crèches, des médiathèques, ça peut être en centre social, en périscolaire, il peut y avoir des activités qui sont toujours stimulantes au niveau du langage et qui s'appuient sur les langues en présence, celles des enfants, de leurs parents, que l'enseignant peut apporter aussi. Et c'est toujours quelque chose qui est au bénéfice de la communication, du langage, et puis de quelque chose qui est très important, un concept de sécurité linguistique, qui est quelque chose à construire pour que l'enfant n'ait pas l'impression qu'il y ait des interdits implicites du fait, par exemple, de l'absence de la langue totale de sa famille dans d'autres espaces. Donc, on n'est jamais dans un apprentissage d'autres langues que la langue française, dans les cadres de l'institution publique,
mais on est dans une ouverture symbolique, au bon sens du terme, c'est-à-dire très puissante, qui permet assez facilement aux professionnels de participer à cette construction plurilingue qui sera au bénéfice de l'individu, mais aussi du collectif, de la société. On a par exemple dans certaines grandes écoles du supérieur en France, cette certitude que des élèves qui ont cette expérience plurilingue ont un avantage, y compris dans le commerce ou dans des tas d'activités, qui n'est pas suffisamment reconnu, valorisé et puis développé, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un grand-père qui parle kabyle pour que cette compétence soit un bénéfice. Oui, vraiment, ce qui est vraiment important, et c'est que quand dans les différents métiers qui sont en contact avec les enfants et les jeunes, que ces idées circuleront de plus en plus, qu'on finira par faire évoluer les représentations sur la présence de ces langues et la légitimité de ces langues. Et notamment, il y a de plus en plus quand même de projets, notamment, comme disait Jean-Luc, dans les centres sociaux, dans les CCAS, des clubs de langue, notamment sur la métropole lyonnaise, et dans le cadre des activités périscolaires. Effectivement aussi des projets dans les crèches et les médiathèques. Donc cette question de la médiation est vraiment importante, et il n'y a pas que l'école qui éduque. Il y a la famille, il y a l'école, et il y a tout un tas de lieux autour. Voilà. Merci beaucoup. Alors en prolongement, alors c'est vrai que on a essayé de répondre à certaines questions qui venaient au fur et à mesure pour les intégrer dans le propos. On a une question qui est apparue, c'est alors comment favoriser cette expérience du décentrement en formation d'enseignement, et je compléterai aussi sur la question de comment accompagner ce sentiment, alors je veux dire d'insécurité linguistique qui peut apparaître chez les enseignants dans le fait justement d'accompagner dans des langues qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et qui sont multiples dans certains cas quand on a des groupes hétérogènes. Alors, il y a des démarches, notamment qui sont utilisées en formation de français langue étrangère, qui s'appelle apprentissage d'une langue inconnue. L'expérience d'apprentissage d'une langue inconnue, ou pour tous les enseignants qui se destinent à enseigner le français langue étrangère, mais finalement, c'est une démarche que l'on peut, et qui se fait d'ailleurs dans certaines INSPE, mettre les étudiants dans une situation d'apprendre une langue qu'ils ne connaissent pas du tout, avec laquelle ils n'ont jamais été en contact, et qui est loin des langues qu'ils connaissent déjà. Le plus exotique, je dirais, ce sont des langues qui aussi ont un autre alphabet, système d'écriture. Et vraiment, comme j'ai fait moi-même une formation de français langue étrangère, que je connais bien ce sujet et que je participe encore à cette formation, en lisant des rapports d'apprentissage d'étudiants qui au début rechignent parce qu'ils sont contraints à apprendre une langue nouvelle, et finalement se rendre compte à la fois au niveau de l'enseignement, quand ils voient un enseignant enseigner une langue, et surtout au niveau de l'apprentissage, par quelles émotions ils passent. Là encore, c'est une expérience très utile de décentrement. Oui, sur cette expérience-là du décentrement, il y a quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre, notamment à l'école. C'est une petite activité donc, qui nécessite de réunir les parents et l'enfant. On peut le faire assez facilement sans la compétence de langue des parents, puisque c'est eux qui la détiennent, et c'est justement ceux-là qui vont nous apporter. Et c'est là qu'on arrive à construire une parité dans la relation. On peut très bien, par exemple, partir d'un livre et essayer d'en faire un petit lexique plurilingue.
en se demandant comment se dit tel ou tel objet, tel ou tel personnage, et rentrer dans une espèce de jeu de médiation linguistique, on passe d'une langue à l'autre. Et à cette occasion-là, l'enfant s'aperçoit que les deux langues sont également valables pour raconter, comprendre, réfléchir à un récit. Et puis l'enfant développe ses répertoires lexicaux dans chaque langue. Au passage, la famille aussi. L'enseignant, ce n'est pas son objectif, mais joue aussi à ça. Et c'est une situation très ludique et très riche qui permettent vraiment de signifier ce besoin d'une socialisation langagière qu'on pourrait appeler tierce, qui est vraiment un espace où les langues et les adultes qui les portent vont concourir au développement de l'enfant. Donc il y a des choses simples, techniquement, professionnellement, qui sont accessibles, qui demandent simplement d'être modélisées, autorisées, et puis valorisées institutionnellement. Mais on a beaucoup de ressources. Dans les liens, vous avez par exemple le site EOL, qui est une mine de ressources pédagogiques de la maternelle au collège, pour travailler avec les parents et les enfants dans un projet plurilingue, partagé, bienveillant et bien sûr inclusif. Et justement, pour rebondir, on peut très bien aussi en formation, que ce soit initiale, continue, faire travailler des enseignants ou des étudiants à partir d'activités d'éveil aux langues pour les mettre eux-mêmes dans ces situations-là, d'activités qu'ils pourraient faire à leurs élèves, et essayer à partir de plusieurs éléments de langues différentes, de retrouver du sens, des récurrences pour comprendre comment se construit le pluriel dans telle ou telle langue, etc. Alors, dans un commentaire, on nous signale un projet de médiation entre les enfants, la famille et l'école en cours intitulé Atelier langage, notamment au département FLE de l'Université Saint-Étienne, en collaboration avec le dispositif de réussite éducative de la ville de Saint-Étienne pour les enfants plurilingues en devenir. Alors ça, c'est tout à fait le type de collaboration et de projet très, très intéressant et fructueux et qui existe dans beaucoup d'académies. Et notamment sur Lyon, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, dans certains PRE, il y a des ateliers de ce type-là aussi. Merci. Et on a, peut-être pour pas trop dépasser pour le temps qui était prévu sur l'intervention, on a une dernière question qui rebondit un petit peu sur la question de sécurité, insécurité linguistique de l'enseignant dans cet accompagnement dans une langue inconnue. Et la question, elle porte sur quels sont les autres moyens d'accompagnement. Alors là, on parle de langue concrètement, mais il y a d'autres compétences plus larges qui dépassent la question de la langue sur la capacité justement. Alors le commentaire mentionne d'empathie, bon, qui peut être qui est vu différemment en fonction des domaines et des approches. Mais voilà. Quelles sont votre position sur la capacité, le besoin et la capacité d'accompagner les enseignants dans ces autres compétences qui sont appelées parfois non techniques, ou on aime bien les soft skills aussi dans le monde de l'entreprise, par rapport à cette question-là? Alors, il y a eu un élément que je n'ai pas du tout abordé, c'est toute la question déjà de la multimodalité, c'est-à-dire en dehors du langage, autour du langage, s'intéresser à d'autres modes d'expression, et notamment dans l'éducation, tout ce qui est non-verbal, que ce soit les déplacements, que ce soit les gestes, les mimes, et tout ce qui est intonation, prosodie, etc. Donc ça aussi, déjà, quand un bébé apprend sa langue maternelle, ou quand n'importe qui est dans une situation exolingue, donc où il ne connaît pas la langue de cette situation, il va s'appuyer sur ces éléments multimodaux pour accéder au sens, ou tenter d'accéder au sens. Donc ça, c'est aussi un des moyens, à la fois dans la classe pour aider les apprenants qui ne parlent pas encore bien le français,
et des moyens aussi pour enrichir cette prise de conscience chez les étudiants en montrant toute l'importance de la multimodalité. Sur l'empathie, justement, on avait la vignette suivante. Il y a un numéro de la revue L'Autre, celui du milieu sur l'écran, avec un dossier spécial au risque de l'empathie, très intéressant, avec 2 articles qui nous alertent, entre guillemets, sur effectivement certains risques de l'empathie dans la relation avec les publics migrants. Ensuite, sur la sécurité linguistique, donc là c'est comme pour le décrochage scolaire, je préfère parler de la sécurité linguistique, c'est un besoin de l'enfant. Alors j'entends que ça puisse être un besoin pour l'enseignant, mais il ne faut pas renverser les choses. Et donc c'est bien la sécurité linguistique de l'enfant qui est à co-construire. Ça requiert une sécurité linguistique de l'enseignant, mais charge à nos institutions et aux enseignants eux-mêmes de construire cette sécurité et de se débarrasser de nos complexes de langue franco-français, et puis d'ouvrir la porte à cette diversité linguistique qui est bel et bien française. Dans les années 50 de notre siècle, du XXe siècle, on avait encore une grande majorité d'enfants plurilingues dans les campagnes françaises. Donc ce n'est pas si loin. Et sans faire de régionalisme, on a un passé plurilingue comme tous les peuples du monde qui ne demandent qu'à être réveillés. Alors, on a une information aussi de Nathalie Auger pour rebondir sur la remarque de Jean-Luc concernant les autres disciplines en langue familiale, où il y a donc un projet autour de ces équipes qui travaillent avec les sciences et les langues au collège via le projet Binogie en France et au Canada. Donc, effectivement, en cette période Covid, c'est intéressant de pouvoir s'y référer. Donc, il faut taper Binogie, binogi.ca, qui est une plateforme bien utile pour les enseignants. On va le rajouter à notre liste de liens oui, dans le diapo qui sera partagé. J'en profite pour continuer à faire circuler les différentes sélections que l'on a faites pour vous. Alors, on a différents commentaires qui permettent des remerciements, et je pense qu'on pourra vous remercier un peu dans quelques secondes tous les deux infiniment pour votre intervention. Et on a différentes personnes qui réagissent avec différents types d'expérimentation ou de kits. On parle d'un kit transculturel de l'AEIP. Donc, dans tous les cas, les commentaires seront sauvegardés et les personnes les retrouver. Donc voilà, donc c'est aussi un espace de partage. Super, merci beaucoup de partager effectivement. On a quelques retours aussi sur le Luxembourg où il y a des petits films sur le plurilinguisme, des petits films plurilingues, pardon. Oui, le Luxembourg est une région absolument précieuse pour étudier les questions de plurilinguisme. Enfin, il y en a beaucoup dans le monde, mais voilà. Eh bien, je pense qu'on peut vous remercier. Alors, normalement, on a des applaudissements, mais bon, la configuration, ça sera un petit peu plus sobre, mais vraiment, dans les commentaires, on a les différents remerciements et les intérêts que suscite, en tout cas, de porter cette voix-là en temps de crise, encore une fois, et au-delà. Oui. Donc, il y avait une dernière diapositive. Je ne sais pas si vous vouliez conclure sur ce point. Bon, c'est la suite des ressources. Donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment sur le site de l'Institut français de l'éducation et le Centre Alain Savary. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Comme je le répète, c'est vrai que même en confinement, tout le monde ne peut pas se connecter à un moment synchrone. Donc, l'intervention a été captée, donc elle sera mise à disposition d'ici la semaine prochaine, je pense, sur le site de l'AFLA. Si vous le souhaitez, on peut se retrouver aussi donc demain à 14h avec Albin Wagner et Julien Longhi. Donc, on passera de l'éducation à la parole publique qui parfois arrive après l'éducation ou pendant l'éducation aussi quand ça concerne directement ce qui se passe dans l'école publique. Donc voilà, donc c'est à 14h demain. Vous retrouvez le lien sur le site de l'AFLA. Ce sera le même système donc, de diffusion. L'intervention sera aussi enregistrée. Donc, pour celles et ceux qui ne pourraient pas être là demain, vous pourrez les revoir plus tard.
Et on espère que quand on pourra enfin se retrouver, on arrivera à justement donner une suite à ces interventions-là pour essayer, comme le titre disait très bien, qu'est-ce qui se passe au-delà de la crise, et que bien sûr vous pourrez réintervenir à ce moment-là pour relancer les questions sur cette thématique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous. Et tout le monde passe une bonne journée aussi dans les commentaires. Je vois qu'il y a des choses qui arrivent encore un tout petit peu, et je pense que les intervenants iront les lire un tout petit peu après. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.